tu as vu la même chose que moi, ou je suis en train de rêver, là, c'est pas possible. C'est peut-être la découverte d'un archéologue de toute sa carrière. En mars dernier, lui et son équipe faisaient la découverte d'une vie dans le lac de Neuchâtel, une cargaison romaine préservée datant de 2000 ans. Il est dendrochronologue, archéologue, plongeur sous-marin et il va venir nous raconter qu'est-ce que ça fait de découvrir un trésor. Bienvenue dans ce 3e épisode des Voix d'ici, le podcast d'Yverdon Express. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Langenegger. Qu'est-ce qui est magique justement dans ce monde de l'archéologie subaquatique ? Alors il y a évidemment le milieu qui est complètement différent. On n'est pas du tout fait pour finalement vivre dans ce milieu-là, donc il faut s'adapter. Et puis c'est vraiment incroyable d'être si proche de la nature, c'est si proche finalement de la faune qui participe à nos fouilles, parce que souvent quand on fouille, on va soulever des sédiments, on va dégager des petites crevettes, des petits vers, d'ailleurs alors ils sont très friands. Parfois il faut se battre pour fouiller avec les poissons. Donc surtout en mer, en lac aussi, avec les perches, elles sont très curieuses. Puis le fait de carrément voler au-dessus de son site, de pouvoir flotter au-dessus du site, de pouvoir tourner autour. Puis c'est souvent des sites qui sont quand même très très bien conservés, parce que toutes les matières sont conservées, qui sont souvent malheureusement, d'où la fragilité de ces sites, ils sont apparents. Contrairement au terrestre, où il faut creuser, il faut souvent des pelles mécaniques et tout pour s'approcher des sites. Là, souvent, ils sont carrément visibles en pleine eau. Vous avez récemment fait une découverte extraordinaire dans le lac de Neuchâtel qui apportera énormément à la recherche. Quand vous basculez du bateau, du coup, et que vous descendez dans cette eau froide et peut-être sombre, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit et dans quel état d'esprit on se trouve ? Ces découvertes se font grâce à un ami agrostier, Fabien Drault, qui m'accompagne depuis des années pour les prospections aériennes. Donc grâce à lui, on peut vraiment avoir une vision du fond du lac jusqu'à une dizaine de profondeur, donc des niveaux qui sont fortement érodés aujourd'hui dans le lac. On a déjà une première approche avec cette photo, donc on sait plus ou moins peut-être ce qu'on va trouver, parce qu'on voit quand même des formes un petit peu rondes sur la photo. Après, il y a toujours, on se dit c'est peut-être de la céramique, mais c'est pas possible. On n'a jamais trouvé ça en lac. Dans l'archéo, on essaie quand même d'être un peu pas s'emballer, comme peut-être justement mes amis qui sont pas archéologues, qui s'imaginent qu'on peut trouver n'importe quoi, alors que moi je suis quand même plus terre à terre. Première plongée, il faisait un temps un peu comme aujourd'hui, c'était très sombre, donc on voit pas très bien au fond de l'eau. Donc il a fallu vraiment s'approcher pour voir la couleur rouge de la céramique romaine, et puis se dire oui, c'est vraiment de la céramique, c'est pas, on s'imaginait c'est peut-être un dépôt militaire. C'était plus plausible de trouver un dépôt militaire qu'un dépôt d'une cargaison romaine. Donc effectivement, c'était une cargaison romaine ancienne de 2000 ans, donc il y avait toutes sortes d'objets, donc des vases, des bols. Vous m'avez dit même, on voyait encore le rouge du coup de la céramique, donc c'était à quel moment vous vous êtes dit « Ah mais c'est effectivement ça » et vous êtes dit quoi quand vous avez vu ça ? Qu'on a vraiment approché la céramique et puis qu'on a retourné une ou deux pièces, on a vu que c'était, parce que là on connaît bien ces formes spécifiques à l'époque romaine, donc on a bien reconnu que c'était des vases romains. Malgré tout, je me suis dit « Mais c'est pas possible quoi ». C'est pas possible de trouver ça en lac aujourd'hui. Il n'y a jamais eu en milieu lacustre des découvertes autant importantes, d'une cargaison autant riche, avec autant de céramique, ça on trouve en mer. Donc c'est une première, donc on se méfie toujours des premières. On se dit ouais mais là est-ce que je suis vraiment sûr de moi avec ma datation de la céramique. Donc ouais c'est un moment assez incroyable de se dire voilà ouais c'est une première. C'est peut-être la découverte d'un archéologue de toute sa carrière si tout va bien. C'est la découverte de votre vie, ce moment-là. Oui, alors c'est la découverte, vraiment la plus belle découverte, la plus fabuleuse. En tant que dendrochronologue, vous touchez par exemple du bois et vous pouvez dater les années, etc. C'est du bois qui est là, des fois, qui a été conservé justement par l'eau, vous me le disiez, puis des milliers d'années. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que vous touchez un objet ? Vous êtes le premier à toucher des objets que d'autres hommes ont touchés il y a peut-être 2000 ans. Ça fait quoi ? Oui, et puis il n'y a plus personne qui a touché forcément, parce que si quelqu'un avait retrouvé une cargaison comme ça, il s'en serait occupé. C'est incroyable. Et puis l'avantage de faire aussi de la dendrochronologie, de pouvoir dater le bois, c'est souvent on date nos découvertes. Parce que quand on trouve une épave, quand on trouve quelque chose, souvent il y a un ou deux éléments qui apparaissent du sable, parce qu'elles sont complètement ensevelies sous le sable. Donc on voit un bout de bois, on se dit, est-ce que ça vaut la peine d'investiguer plus loin ? Puis c'est vrai que c'est la première démarche, c'est de dater ce qu'on est en train de trouver. Donc avec le bois, on arrive à des datations très très précises. Ça nous indique tout de suite si qu'on vient de découvrir exceptionnel ou pas.
Donc le bois qui se trouvait autour de cette céramique, donc qui était le bateau en fait. Alors là, le bateau, on n'a qu'une planche, visiblement, du bateau. On arrive à suivre pendant 600 mètres le trajet du naufrage. Donc on a prospecté. Puis il y a un endroit, il s'est vraiment retourné. Et puis il s'est délesté de sa cargaison. Mais une fois qu'il s'est délesté de sa cargaison, certainement qu'il était sombré beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'on arrive dans des zones très profondes où il y a beaucoup de sédimentation. Donc ça va être très difficile de le retrouver. Donc pour le moment, on n'a pas le bateau. Par contre, on a du bois, des caisses, un char. Qu'est-ce que ça dit de la vie de la région? Vous aviez évoqué en fait une cargaison à destination de potiers dans un atelier d'Yverdon. Oui, alors en fait, là on est au début du 1er siècle, on a une date d'Andro en 17 après. Donc ça, on date les contenants, les caisses, il y avait un char, donc on ne date pas le naufrage, on date le bois qui est présent. Donc c'est entre, je dirais, autour de 20, 30 après Jésus-Christ certainement. Donc à cette époque-là, là il y a un grand stock de céramique et de la céramique, on a identifié que de la céramique locale qui a été faite, c'est une imitation italique, une imitation d'Italie, les formes, mais la production, elle est vraiment, on voit qu'elle est locale. Alors des ateliers, tout près d'ici, c'est Yverdon. Il y a même une rue au nom du potier, Faustus. Il y a une ruelle qui est au nord de l'hôpital d'Yverdon, où on a finalement, c'est le premier artisan connu d'Yverdon, ce Faustus. Et puis ça correspond un peu à notre période. Donc ça peut être un atelier qui vient d'Yverdon, mais ça peut être aussi Luzona, à Lausanne, ou Raventicum, à Vanches. Donc il y a d'autres grands centres qui pourraient fournir de la céramique. Donc nous, avant de pouvoir définir d'où venait la céramique, il faudra qu'on fasse des analyses physico-chimiques, puis après comparer avec ce qui a été fait justement dans ces ateliers de Poitiers qui sont bien connus. Parce que souvent ces ateliers, on arrive à les reconnaître parce qu'il y a des estampilles dessus. Et nous, malgré notre nombre énorme de céramiques qu'on a retrouvées, on n'a pas de nom de Poitiers, on n'a pas d'estampille vraiment de tampon du Poitiers. Mais on peut s'imaginer que, voilà, vous me disiez, il y a 2000 ans, il y avait un potier à Yverdon qui a fourni un stock, et ce stock, c'est ce stock-là qui aurait pu aller s'échouer. Peut-être, parce que lui, on sait qu'on a retrouvé de sa céramique, parce que lui, il tamponnait, il mettait une estampille avec son nom sur la céramique. Donc on en a retrouvé en Valais, on a retrouvé à Bâle, donc c'est de la céramique qui allait loin. Donc pourquoi pas notre stock C'est vraiment l'enjeu maintenant, c'est de savoir quel potier a fait cette cargaison de céramique. Et quel est l'objet qui vous a le plus bouleversé dans ce lot, dans cette découverte? Alors, dès la première plongée, on est tombé sur le stock de céramique. Après, on a un petit peu tourné autour. Et puis là, j'ai pu trouver un glaive romain dans son fourreau et tout. Donc ça, c'est une pièce, c'est des pièces uniques, quoi. C'est vraiment des pièces prestigieuses. Ça, c'est incroyable parce qu'il y a juste la poignée qui dépassait. Puis après, le reste, c'était sous très peu de sable. Donc j'ai pu vraiment dégager ça gentiment. Puis il y a tout le fourreau qui est apparu. On en a très peu de bien conservés avec leur fourreau. C'est-à-dire qu'il y avait une escorte pour ces poteries? Elles étaient précieuses ou? Certainement qu'il y avait en tout cas des militaires, parce qu'on a quand même un équipement militaire dessus. On a plusieurs glaives, on a 2-3 pièces qui montrent que c'est plutôt des pièces militaires. Donc à côté, oui, peut-être, ou certainement. Comment on fait par rapport à cet émerveillement-là, ce truc un peu de gamin qui découvre un trésor, pour garder en fait, quelque chose de très méthodique dans son travail? Alors la première découverte, c'est fou parce que moi j'étais avec le directeur de la fondation Octopus là, qui nous aide pour fouiller, qui nous a aidé pour fouiller ça avec ses plongeurs. Et puis on a fait la première plongée. Je l'avais appelé quand on a trouvé ça grâce à Fabien Drault, l'aérostier. Je l'ai appelé, j'ai dit viens, parce que ça fait plusieurs fois qu'il travaille avec moi, ça vaudra peut-être la peine. Et quand on est sous l'eau, là, parfois on a des communications, là on n'a pas de communication, on va comme ça, donc on ne peut pas se parler. Alors on voit les yeux à travers le masque qui sont écarquillés et tout, et puis on devine un sourire et tout. C'est surtout quand on sort de l'eau que là on arrive les deux en surface, puis je dis t'as vu la même chose que moi ou je suis en train de rêver, là c'est pas possible. Tout le travail de recherche qu'on a fait jusqu'à maintenant depuis des années, là, on se dit là ça valait la peine. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre au public sur vos émotions lors de cette découverte, et particulièrement sur cette grande découverte? Ce qui est beau sur ce patrimoine immergé, finalement ces vestiges archéologiques qui sont immergés, c'est qu'ils sont invisibles pour la plupart des gens. Et puis beaucoup de gens, depuis que moi je fais ça, me disent oui, mais il n'y a plus rien dans le lac, il n'y a plus...
Puis justement, c'est tout le contraire. Ça demande beaucoup d'investigation pour les trouver, mais il y a un très riche patrimoine et il est dans un état de conservation tellement exceptionnel souvent que oui, à chaque fois, c'est un émerveillement. Le but, c'est de pouvoir faire partager. Alors voilà, ce podcast en fait partie. On peut faire partager un petit peu les émotions qu'on a lors de conférences, lors d'expositions, pour montrer un peu, pour sensibiliser les gens à ce patrimoine. Il y a 150 ans, le lac de Neuchâtel a été abaissé de 2,70 m et du coup, on peut s'attendre à encore énormément d'autres découvertes, d'autres trésors qui seront mis à jour en fait prochainement. À quoi on peut s'attendre ? Absolument. Donc nous, on fait vraiment depuis une douzaine d'années où on fait vraiment de l'archéologie aérienne. En fin de compte, on fait de la prospection aérienne sur toute cette plateforme littorale qui s'érode, parce que quand on a abaissé le lac de 2,70 m dès 1868-69, en fait, le lac, il doit refaire son lit. Il érode les plateformes, les hauts-fonds, et ces hauts-fonds, c'est là qu'on a tous nos villages lacustres. On a des centaines de villages lacustres, on retrouve beaucoup d'épaves, et en fait, comme ils grignotent le fond, petit à petit, ça fait vraiment 150 ans que ça grignote et que ça continue, on le voit bien. Donc ça, chaque année, finalement, il y a un potentiel de retrouver des nouvelles choses, ça c'est sûr, surtout dans les bouts des lacs. Et nous, on a investigué évidemment beaucoup du côté de Neuchâtel, mais côté d'Yverdon, je pense qu'il y a autant de découvertes à faire. C'est sûr, c'est les bouts du lac qui sont soumis à une forte érosion, aux fortes vagues. Et quand il y a des naufrages, les bateaux, ils finissent au bout des lacs. Donc c'est pour ça que nous, on a retrouvé, même on a fouillé 3, 4, 5, 6, 7 grandes épaves là. Certainement qu'il y a la même chose côté Yverdon. Ouais, je pense même la région ici, c'est une région qui risque peut-être un jour, s'il y a des investigations aussi importantes, de livrer pas mal de belles choses. Et dernière question qu'on pose à tous nos invités, vous, c'est quoi un petit peu votre coin de paradis, l'endroit où vous aimez vous ressourcer dans la région, peut-être dans le coin nord-vaudois ? C'est le Chasseron, c'est sûr. C'est même un endroit que j'aime beaucoup parce que j'y allais quand j'étais petit, parce que moi je suis né plutôt côté neuchâtelois du Chasseron. Maintenant j'habite côté vaudois du Chasseron, donc je suis très sensible à cette région. Et puis au nord du Chasseron, il y a une crête qui s'appelle Crête de la Neige. Et puis, c'est vraiment un endroit où il y a une vue magnifique sur le Chasseron, sur le nord du Chasseron. Petit, j'allais me promener là, et puis c'est un paysage vraiment magnifique. Merci beaucoup, Fabien. Merci à vous. C'était Les Voix d'ici, votre nouveau podcast par Yverdon Express. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre newsletter, n'hésitez pas à le faire en mettant juste votre adresse email sur yverdon.express et venez rejoindre notre communauté. Ce média, c'est le vôtre. À bientôt.